Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Tweet TV et Watt FM pour votre émission de Tribunal de l'actualité. C'est le plus grand rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs. Et je suis Serge Kaboré, celui-là même qui préside ce tribunal en ce jour 30 juin 2022. Et pour la présente convocation, je suis accompagné par le juge au siège, Bernard Bougma. Bonjour Président, bonjour Madame, Messieurs. Vous serez rejoint tout à l'heure par le juge Vaha. Et pour la 4e convocation de la semaine, nous recevons à la barre l'aile historique du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, version Achille Tapsoba, qui est représenté ici par M. Yahaya Zoungrana, ancien député à l'Assemblée nationale sous la précédente législature. Bonjour M. Zoungrana. Bonjour Président. Alors, bonjour avec à vous, tous les auditeurs. Avec vous, il sera question essentiellement de la bataille de leadership qui prévaut au sein du parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Voici planter le décor, mais d'abord les avant-propos. Alors, juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation ? Merci Président. Ce qui retient notre attention, c'est ce qui s'est passé hier au niveau du palais de Moro Naba Bango, où effectivement ceux qu'ils appellent les chefs supérieurs traditionnels et coutumiers se sont retrouvés pour se parler cohésion sociale, interpeller sur la situation nationale. Je pense que c'est bien que ces messieurs-là se soient parlé et parce que longtemps, dans cette crise, on a frôlé une confrontation religieuse, on a frôlé une confrontation communautaire, et jusqu'à présent, les appels de pied dans ce sens-là se font toujours entendre. Ça laisse planer l'inquiétude que, effectivement, cette cohésion sociale puisse être ébranlée et que la crainte de ces affrontements communautaires puissent arriver en fonction de ce qui est donné de voir. Donc, c'est bien, j'ai dit bien qu'il se soit parlé. Maintenant, après tout, il faut des gestes forts, il faut des actions concrètes pour rassurer les uns les autres et montrer qu'effectivement, ces chefs-là ont une place. L'autre aspect aussi, c'est leur place d'ailleurs dont je parle. On leur confère quelle place, quelle voie, jusqu'à quel chapitre on leur concède la possibilité d'intervenir dans les affaires de la République. Parce que quand ça ne va pas, les bagarres se séparent toujours devant soit un chef religieux ou un chef traditionnel ou coutumier, même quand ça engage les affaires de la République. Et toutes les crises qui ont secoué le Burkina, on l'a vu. Quand ça s'éclate à Bobo, quand ça s'éclate à Ouaga, quand ça s'éclate à Kupela, ou bien quand c'est d'une envergure, comment on appelle ça, ou bien quand c'est d'une envergure nationale. Donc, j'ai dit bien, est-ce qu'à partir de maintenant, on leur trouvera une place dans le dispositif républicain, ou bien on continuera d'ignorer également leur présence, tout en sachant aussi qu'ils comptent d'une façon ou d'une autre. Donc, je pense aussi que l'interpellation qu'on a après cette sortie, c'est de regarder très sérieusement et de façon sereine comment on organise tout cela, de sorte à ce que leur contribution dans le débat républicain ou dans les affaires de la République puisse être effectivement prise en compte. À défaut, si on estime également que ces têtes-là couronnées n'ont pas voix au chapitre, c'est aussi de l'exprimer clairement pour que chacun puisse savoir à quoi s'en tenir. Donc, j'ai dit c'est bien que ces communautés se soient parlées. Il y a des populations qui se reconnaissent en elles mieux que les instances républicaines au niveau du Burkina, et c'est peu de le dire. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces choses-là dans le dispositif républicain? Certains pays ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. Nous sommes toujours à l'étape de réflexion, du déni, mais qu'on le veuille ou pas, ces gens-là influencent le jeu politique burkinabé. Comment est-ce qu'on en fait une solution pour aider la République? Je pense que ça, c'est une tâche que le politique ne doit pas ignorer ou faire semblant d'ignorer. Voilà ce que j'avais comme avant-propos. D'accord. Alors, juge Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Oui, bonjour déjà Président, bonjour juge Vaha, bonjour auditeurs et téléspectateurs, bonjour chers invités. Je m'excuse déjà pour ce léger retard. Moi, ce qui retient plutôt mon attention, c'est le Bénin.
On sait que la question terroriste, elle est en train de gagner les pays qui ont accès à la mer. Et quand on prend le cas du Bénin, il y a eu une réaction avec un communiqué qui demande à ce que tout étranger qui arrive sur le sol béninois, en tout cas se déclare au niveau du commissariat le plus proche, ou bien au niveau du chef du village, ou encore au niveau de ce qu'ils appellent les CA, chefs d'arrondissement. Et celui qui ne se soumettrait pas à cela, en tout cas, risque fort de récolter les conséquences de son acte. Bon, on a l'impression aussi qu'ils appréhendent un phénomène nouveau. Et vous savez, ça nous rappelle beaucoup de choses, hein, même au Burkina. C'est que le visage du terrorisme, c'est d'abord l'étranger. C'est comme ça au début. Nous, on a disté les Maliens, ils venaient, ils tapaient, ils repartaient, ce qui n'était pas forcément faux. Mais nous n'avions pas compris que certains de nos frères étaient déjà enrôlés et allaient faire formation dans des Katiba et puis revenaient nous attaquer. Et eux encore ont fait d'autres recrutements. Et puis pour finir, on a affaire plutôt à des Burkinabés qui ont tourné les armes contre les Burkinabés. C'est un procédé, c'est un peu une dynamique, c'est un peu une trajectoire. Et le Bénin est en train de voir les choses. Maintenant, c'est bon aussi qu'on réagisse très vite à ces choses-là et à ce type de phénomène. Et lorsqu'on pense au regard d'un diagnostic que voilà un type de solution qui soit possible, c'est bon qu'on y aille. Mais il faut aussi à craindre qu'il y ait le revers, c'est-à-dire la stigmatisation de celui qu'on ne connaît pas, celui qui est venu nouvellement, et ça peut être aussi l'autre revers. Bon, on voit un Bénin qui est en train de prendre conscience de la réalité. Il y a le Togo aussi avec l'état d'urgence qui a été décidé dans certaines zones. Je pense que c'est ensemble que, pour ce qui est de cette menace commune-là, on pourra prendre le dessus, et c'est avec des actions en synergie qu'on pourra évidemment repousser ceux qui ont des dessins noirs, notamment pour notre sous-région. D'accord. Alors, Yahya Zoungrana, de l'aile historique du CDP, version Achille Tapsoba, est notre convoqué à la barre. À l'issue de la dernière rencontre d'Abidjan les 24 et 25 mai dernier, on avait cru à une sortie de crise avec la présence des différents protagonistes autour du président d'honneur. Déjà, qu'est-ce qui a été dit à cette rencontre d'Abidjan ? Merci, Président. Merci, Monsieur le juge. C'est toujours un plaisir de se retrouver, pas au tribunal, mais en tout cas le vôtre, qui permet de clarifier et de donner son point de vue, de nous exprimer. C'est ce plaisir-là, sinon ce n'est pas un plaisir d'aller au tribunal. Bon. Surtout qu'on y vient sans avocat. Pour ce qui il y a quand même un préalable que je vais noter, c'est que nous, en tout cas, qui sommes derrière le président Blaise Compaoré et derrière le président Achille Tapsoba, nous ne parlons pas d'elle. Elle historique, elle futuriste, comme l'a dit le président Achille hier d'ailleurs. Un oiseau ne peut pas, quand on parle d'elle, on parle de volaille. Est-ce qu'avec une seule aile, on peut réussir ? Non, nous ne parlons pas d'elle. Pour revenir plus sérieusement donc à votre question, il faut rappeler que la concertation d'Abidjan, qui a été voulue par le président d'honneur Blaise Compaoré de notre parti, a abouti non seulement à rassembler, j'allais dire, les protagonistes avec les personnes ressources de haut niveau que sont le camarade Mélégué Maurice Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale, mais coordonnateur du Haut Conseil du CDP, Sungalo Ouattara, membre du Haut Conseil et ancien président de l'Assemblée nationale, les ministres tels que le ministre d'État Alain Bedouma Alain comme personne ressource, membre du Haut Conseil, Salif Kaboré, membre du cabinet du président Blaise Compaoré, ancien ministre et membre du Haut Conseil aussi, et René-Émile Kaboré, qui est du cabinet du président, c'est le secrétaire particulier du président, et ainsi donc que les premiers responsables des protagonistes. Le président, dans sa lettre d'invitation à Abidjan, a demandé au président Achille de venir avec un membre supplémentaire, et il a demandé au camarade Edi Kombouebo aussi de venir avec un membre complémentaire. Donc, à la fin des entretiens, le président leur a dit « Je vais poursuivre mes concertations et je vous demande de repartir à Ouagadougou et attendre ma réponse ». Je dois signaler que cette rencontre
a eu lieu après que la tendance Edi Kombebo ait fait un congrès et décidé que plus rien ne viendra d'Abidjan comme instruction. Mais, agréablement, nous avons été surpris de les voir à Abidjan. Et plus tard, donc, la lettre du président d'honneur est arrivée, donnant ses conclusions et ses orientations pour la sortie de crise. Je dois dire, et cela est très important, que l'intitulé de la lettre, dans l'intitulé de la lettre, le président s'adresse à tous les participants de la concertation d'Abidjan du 24 et 25 mai 2022. Donc, chaque participant, ou en tout cas chaque responsable de groupe, tel que le président le coordinateur du Haut Conseil, tel que le président de la Commission contrôle et vérification, chacun a reçu la même lettre que Edi Kombebo, que Achille Tapsoba, que etc., etc. Alors, nous, quand le premier responsable a reçu la lettre, il a eu, j'allais dire, le respect des autres membres du bureau exécutif en évitant de faire soit des commentaires, soit une publication même sur le net, soit. Il a fallu rapidement réunir les membres du bureau exécutif national pour leur lire la lettre. Et je pense que ça, c'est le respect que le président Achille a eu envers les autres membres du bureau. Et contrairement à Edi, qui immédiatement, alors que le lendemain il avait un bureau exécutif national, a pondu une lettre de réponse qu'il a, j'allais dire, je suppose, en tout cas aucune instance, puisque l'instance devait se tenir le lendemain à 9h. Et cette instance, donc, a vu sa réponse, déjà, a découvert la lettre du président d'honneur et sa réponse au président d'honneur. Voilà comment, de façon, j'allais dire, l'historique de cette lettre. Maintenant, on n'est pas allé à Abidjan pour revenir, j'allais dire, avec sur place à Abidjan une entente entre les deux camps. Le président a dit, repartez, je vais continuer mes concertations et je vous enverrai ma proposition, ma décision. La décision est arrivée. Nous, notre tendance, nous avons dit, nous prenons acte. C'est notre président d'honneur, c'est le dernier recours dans notre parti en cas de conflit. Nous respectons sa décision et nous attendons ses instructions pour aller au 8e congrès qu'il appelle de tous ses voeux que ce soit un congrès de rassemblement qui rassemble non seulement les militants actifs, mais même les militants qui sont devenus timorés à cause des problèmes du parti, jusqu'aux démissionnaires même. Un appel est fait pour qu'ils reviennent à la maison mère, pour qu'on rebâtisse un CDP fort, nouveau, et qu'à la fin de la transition, ce parti qui a ce potentiel-là puisse être prêt pour aller vers des élections. D'accord. Alors, monsieur les juges, le convoqué est à vous. Alors, ils sont revenus d'Abidjan. La première réaction, elle a aussi allé dans deux sens. Il y a une tendance, vous n'aimez pas elle. Il y a une tendance qui a dit nous ne sommes pas d'accord avec Mahamadou Issoufou. Il y a une autre tendance qui dit nous sommes d'accord avec Mahamadou Issoufou, le président du Niger, comme médiateur de la CEDEAO pour le Burkina. Tout porte à croire que, même revenus quelques jours d'Abidjan, ils ne se sont plus parlé jusqu'à ce qu'on revoie ces contradictions. Alors, est-ce que quand le président fondateur les a réunis pour les dispositions transitoires, qui devrait parler officiellement au nom du CDP? Parce que là, chacun a parlé au nom du CDP. Alors, ce que vous dites, il y a un problème de fond et un problème de forme. Pour ce qui concerne notre déclaration sur Mahamadou Issoufou, c'est la tendance Achille Tapsoba qui a sorti une déclaration. Et dans votre introduction, dans votre mot, vous me laissez comprendre que Edi Kombebo est pour la nomination de Mahamadou Issoufou. Non, c'est dit dans une déclaration. Dans sa déclaration, que nous avons tous lue et qui est signée d'ailleurs, qui n'a pas été signée par lui, mais signée par le secrétaire à la communication, Jonathan Yaméo, il s'en prend à Achille Tapsoba pour avoir fait une déclaration sur le médiateur Mahamadou Issoufou. Nulle part, du début de la lettre jusqu'à la fin,
on voit une position de Edi Kombouebo sur le médiateur de la CEDEAO. Vous pouvez ressortir la lettre. Mais par contre, du début jusqu'à la fin, c'est une condamnation du fait que Achille Tapsoba ait pris la décision de faire un communiqué sur la nomination de Mahaman Issoufou comme médiateur de la CEDEAO. Donc la position jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, Edi n'a pas de position sur la nomination de Mahaman Issoufou. Et nous, en tant que CDP, les raisons que nous avons données dans notre texte nous motivent à arriver à cette conclusion de récusation. Mais, comme l'a dit Achille hier dans la déclaration liminaire, nous prenons acte de la décision du gouvernement de poursuivre avec Mahaman Issoufou tout en restant sur notre garde. Mais il n'y a que le Congrès, le 8e Congrès, pour clarifier la situation. Et nous fonctionnons jusqu'à présent sur les textes du 7e Congrès modifiés le 22 septembre 2019. C'est cela la loi du CDP. Vous savez très bien que quand il y a une loi modificative, tant qu'elle n'est pas promulguée, c'est l'ancienne loi qui s'applique. Edi Arc, qu'il a fait un congrès, qu'il a transmis ses textes au ministère de l'administration territoriale, et cela, ça fait 7 mois maintenant qu'il n'y a toujours pas de promulgation de ces textes, vu qu'il n'a pas de récépissé. Donc nous travaillons toujours en nous basant sur notre ancienne loi. Notre loi qui est en vigueur, c'est la loi du 7e Congrès 2018, modifiée le 22 septembre 2019. Donc c'est nous qui sommes dans la légalité. Oui, mais M. Zungrana, vous dites que vous êtes dans la légalité, oui. Mais légalement, les délais pour votre congrès, je pense que ça devrait avoir lieu en mai 2021. Oui. Ça ne l'a pas été jusqu'à ce que on voit le congrès de décembre organisé par la tendance Edi. Alors, est-ce que légalement également, ça ne pose pas problème? Non, ça ne pose pas problème. Pourquoi? Vous faites bien de rappeler, le dernier congrès ordinaire du CDP date de 5 et 6 mai 2018. Normalement, 3 ans après, donc en mai 2021, nous aurions dû convoquer ce 8e congrès. En BEN, sur proposition de Edi Kombouebo, ce congrès a été rejeté en novembre 2021. Et c'est en novembre, lors de la convocation de ce congrès en novembre 2021, que la brouille a commencé. Vous êtes bien informés, vous savez que c'était dans la période où il y a eu le drame d'Inata, et alors que le président d'honneur avait même demandé par lettre, que nous avons découverte plus tard dans la crise, le budget d'organisation de ce congrès, lettre à laquelle le Edi à l'époque, le président, n'a pas répondu, n'a pas daigné répondre. Et le président fondateur donc, a demandé le report du congrès à un moment plus favorable. Et c'est dans cette guéguerre que la fin de l'année est arrivée. Le 22 décembre 2021, Achille Tapsoba a adressé une lettre au MATDS pour leur dire que manifestement nous ne pourrons pas respecter la date limite du 31 décembre pour renouveler nos instances et nos textes et nos structures. Nous sollicitons un report à l'année 2022 d'ailleurs, comme l'avait suggéré dans une de ses lettres le président d'honneur. Et le MATDS nous a répondu. Le MATDS nous a répondu le 26 février comme quoi il prenait acte de ce que nous avons envoyé et tous les documents que nous avons envoyés même après cette première lettre leur permettaient d'avoir une analyse plus claire de la situation qui se passe au CDP et que le ministère nous reviendrait rapidement avec une position. Donc nous sommes dans l'attente de la clarification par le MATDS au vu de tout ce que nous avons pu lui envoyer comme document. Tout type de document. 26 février 2022. 26 février 2022. Voilà. Donc, en fait, cette lettre du MATDS, que l'autre camp a reçue aussi, mais on ne connaît pas le contenu, puisque on ne sait pas si c'est une même lettre. Mais toujours est-il que cette lettre suspend les différents délais que l'administration, qui s'imposaient à l'administration
pour régler ce problème. Et je pense que mieux vaut prendre le temps de prendre une bonne décision que de se précipiter et prendre une mauvaise décision. Alors, ma dernière question sur cette série, le président d'honneur vous dit qu'a demandé le budget du Congrès. Oui. La dernière élection, le président d'honneur a contribué à hauteur de combien, si ce n'est un secret? Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux. Donc, quand même, vous êtes un cadre supérieur, vous êtes même député. C'est un des reproches que j'ai toujours fait à Idi Komwebo, c'est de ne pas nous faire de bilan financier. Ça, vous le savez. Ça, vous le savez. Non, nous ne le savons. Je l'ai répété plusieurs fois sur des plateaux de télé, même dans la presse écrite. Depuis 2015, nous n'avons pas une visibilité sur les finances du parti. Et d'ailleurs, hier, le deuxième vice-président Salif Sawadogo a été très clair là-dessus. Quand on dit que c'est Idi Komwebo qui finance le siège du parti, le personnel, etc., la masse salariale du siège, c'est 10 millions l'an. Il y a des factures d'électricité et d'eau certainement, mais on sait tous que c'est dérisoire. Mais même après les élections législatives de 2015, où nous avions eu 18 députés, le parti recevait de l'État 83 millions par an. Est-ce qu'on a besoin de la poche de M. Idi Komwebo pour payer les salaires au siège? Manifestement non. Après les élections de 2020, le parti a eu 20 députés et a perçu pour l'année 2021 103 ou 104 millions de francs CFA. Ça suffit largement quand même pour faire vivre le siège. Donc quand on entend que M. Idi Komwebo paye les salaires au siège, bon, tout cela dénote d'une malgouvernance caractérisée. Donc vous n'avez pas eu les bilans financiers? Alors, moi personnellement, j'ai fait mon bilan de campagne en tant que directeur de la campagne dans le Boulkemde. J'ai fait un document relié avec les traces de ce que j'ai reçu du parti et les reçus des dépenses faites dans le Boulkemde à travers les directeurs communaux de campagne. Un document relié que j'ai remis à la secrétaire générale de la province, j'ai remis à la comptabilité au siège et un exemplaire que j'ai gardé avec moi à toute fin utile. Voilà. D'accord. Alors, revenons sur la lettre du président d'honneur Blaise Compaoré. Le camp Idi Komwebo doute de son authenticité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la même lettre que Mélégué Traoré a reçue, la même lettre que Alain Yoda a reçue, la même lettre que Achille a reçue, la même lettre que tous les participants. La lettre est adressée à tous les participants à cette rencontre d'Abidjan. Pourquoi celle qui serait adressée à M. Idi Komwebo serait fausse? Alors, s'ils ont une autre lettre qui est fausse, ils n'ont qu'à la publier. On verra si c'est la même lettre que nous avons reçue. S'ils ont une autre lettre qui est fausse, qu'ils la publient. Sinon, c'est supposé que c'est celle que nous avons ici, qu'il a reçue aussi en tant que participant à la rencontre d'Abidjan. Et dans cette lettre, le premier paragraphe, il récuse René Émile Kaboré, ancien ministre du président Blaise Compaoré, réfugié à Abidjan, d'avoir initié la lettre. Mais lui-même, Idi Komwebo, pour parler, j'allais dire, en dehors de la politique, dans l'exercice de ses activités au quotidien, quand il veut écrire une lettre, est-ce que c'est lui qui s'assoit, qui l'écrit, qui efface, qui l'écrit de bout en bout? Il doit donner certainement des orientations à son équipe. Faites-moi une lettre dans ce sens. Donc vous reconnaissez qu'il est possible que ce ne soit pas le président Blaise Compaoré qui a écrit la lettre? Ah non, à partir du moment où il a signé la lettre, c'est qu'il l'a écrite. Vous voyez le président Blaise Compaoré assis dans un bureau devant un PC en train d'écrire une lettre et vous voulez dire que c'est ça la preuve? C'est la signature qui est la preuve. C'est la signature, même vous ici. Ça m'étonnerait que le DG s'asseye pour saisir lui-même sa lettre. Il donne des orientations, la secrétaire ou le secrétaire établit la lettre, il la corrige s'il y a des erreurs, et puis la lettre finale, il appose sa signature pour dire que c'est lui. Et la lettre, la signature est celle du président Blaise Compaoré. D'accord, le juge va. Et de toute façon, j'insiste, c'est la même lettre que tout le monde a reçue. Si lui, il a reçu une autre lettre que celle que nous avons publiée, qu'il la publie aussi et le public sera édifié. Voilà la lettre que moi j'ai reçue. Elle ne ressemble pas à celle de la lettre de Achille que Achille a publiée. Voilà le faux. Oui, juge va. Oui, merci, Président. Vous dites que vous êtes, vous, dans la légalité,
dans ce que vous expliquiez tout à l'heure à Juge Bougma sur les processus. Mais vous vous fondez sur la lettre d'un président fondateur qui a été condamné récemment à une prison à vie. Oui. Je ne sais pas la question de ce qui est de notre vie politique, s'il a encore qualité pour peser. Je pense que ça, je ne vous coupe pas. Vous feriez mieux de poser cette question au ministère de l'administration territoriale. Pour ma part, je vois des exemples à travers le monde entier. Nelson Mandela était en prison. Ça ne l'a pas empêché d'inspirer la lutte contre l'apartheid. Vous parlez d'inspirer, c'est différent. Attendez, d'inspirer la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et j'ai dit, en matière de textes réglementaires des associations, parce qu'un parti politique est une association. Rien n'empêche un Chinois d'être le président d'honneur d'une association de femmes de Ramongo, de Kindi ou de Diapara. Absolument rien. Et nous n'avons aucun complexe par rapport à ce que vous dites pour ce qui est du président d'honneur. Et le président d'honneur, même à Abidjan, quand nous y allons, nous voyons, ou en tout cas nous rendons compte, mais en tout cas on nous informe des différentes activités, de ces différentes activités, et vous pouvez être sûr qu'il non seulement il est très occupé, mais il reçoit d'éminentes personnalités de ce monde. Et ce n'est pas le Burkina Faso qui est son dernier souci. Voilà. Il s'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe au niveau du Burkina Faso, pas au CDP seulement. Merci. Ma question n'était pas qu'il inspire. L'inspiration, ça c'est autre chose. Oui. Vous parliez d'illégalité, c'est sur ce terme-là que je vous ai interrogé. Si vous avez... Et j'ai dit, bon, maintenant aussi, il y a une question maintenant, moi je quitte la légalité, il y a la question d'éthique. Oui. On a un ancien président qui, sur les questions de justice, est ivoirien à souhait, et aujourd'hui, sur les questions politiques, convoque, et vous le dites, il en a tout le droit, convoque un congrès. Sur le plan éthique, il n'y a pas un problème? Absolument pas. Parce que ce qui me gêne beaucoup quand vous parlez... c'est ce que attendez, vous n'êtes pas membre, vous n'êtes pas membre du CDP. Je pose des questions en tant que journaliste. Oui, et c'est ce que beaucoup de gens se posent que je vous ramène à la face. Je sais. Et c'est mon rôle et mon boulot. Vous n'êtes pas membre du CDP et je vous comprends. Moi, je suis membre du CDP et les raisons qui font que je suis membre, militant et membre du CDP jusqu'à maintenant, parmi ces raisons, il y a une fidélité à celui qui a bâti le Burkina Faso moderne, à celui qui a beaucoup apporté à travers plus de 40 ans de sa vie à la construction de l'État burkinabé, de la nation burkinabé. Et ces valeurs-là ne disparaissent pas. Ce sont des valeurs qui sont là, qui sont intangibles et que tout militant CDP comme nous autres, nous référons et nous menons notre action politique. Et je pense que pour ce qui me concerne, il n'y a pas de doute de ce côté. Maintenant, que des gens trouvent que, bon, il a fait ceci, il a fait cela, etc. Moi, est-ce que ça, c'est le quotidien du CDP? Ce n'est pas le quotidien du CDP. Donc, à ce niveau, nous, militants du CDP, jusqu'à maintenant, le président d'honneur est notre boussole, comme l'indique la résolution signée par Edi Kombouébé lui-même au 7e congrès 2018. Mais il y en a eu un 8e, comme vous évoquez Edi Kombouébé. Oui. Et il y a d'autres résolutions signées de lui qui ont pratiquement déshabillé le C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc si vous l'évoquez, pourquoi est-ce que vous n'allez pas jusqu'à cela? Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Effectivement, la lettre de Edi Kombouébé, le paragraphe 5 qui pose problème, c'est cela. Edi Kombouébé dit au président Blaise Compaoré lui-même que je vous ai dépouillé de vos prérogatives statutaires du 7e congrès. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si le 8e congrès est valide, il devrait être validé par le ministère de l'administration territoriale. C'est ce qu'on peut appeler, si on fait le parallèle avec ce qui se passe à l'Assemblée, les lois, la promulgation. Ce 8e congrès, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été promulgué. Les textes issus de ce... N'a pas encore. Oui, voilà. Jusqu'à présent, c'est la même chose. Soit jusqu'à présent, ou n'a pas encore. On ne peut pas dire les deux mots dans la même phrase.
hein, comme vous souhaitez. Non, encore, ça a tout son sens parce que avant il y a eu un bon débat. Laissez-moi terminer. Comme je l'ai déjà mentionné ici haut, le 8e congrès ordinaire du CDP s'est tenu régulièrement en présence du huissier de justice et a mis en place une nouvelle direction du parti, abrogé la résolution vous conférant des attributions. Vous ne pouvez donc plus convoquer un congrès du CDP comme je vous l'avais déjà signifié à notre rencontre du 24 mai. Ce qui confirme bien que Heidi était là-bas le 24 mai, ça au moins c'est bon. Tant que ces nouveaux textes ne sont pas promulgués, quelle est la référence? La référence, c'est le 7e congrès. Il n'y a rien d'autre. À partir du moment où, j'ai dit même un rond-point dans la circulation, même s'il est mal placé, il faudrait apprendre à vos enfants à le respecter jusqu'à ce qu'on le déplace. Sinon, s'il trouve que lui-même seul trouve que le rond-point est mal placé, le jour où il y aura un crash, il n'aura pas raison. On va dire qu'il n'a pas respecté le rond-point. Alors que tout le monde voit que le rond-point est peut-être mal placé. Mais en attendant là, il faut le respecter. D'accord. Alors, parlant... En fait, moi, j'ai un commentaire. Et là, moi, je ne vous en veux pas. Ça, je pèse mes mots. On a une administration qui est responsable à un moment donné. Vous dites que votre lettre, d'ailleurs, qui demande la prolongation du mandat pour organiser le congrès, ce n'est que le 26 février 2022 que vous avez reçu cette lettre qui date de fin décembre. De fin décembre 2021. 2. Quelqu'un tient son congrès, il dépose ses actes. L'administration ne peut pas fonctionner sur un vide. Le silence, ça ne signifie pas que je ne suis pas aussi d'accord. Donc c'est à l'administration, ça c'est un commentaire, ce n'est pas, moi je ne m'en prends pas à vous, je m'en prends à notre administration. C'est elle aussi sa responsabilité de dire, nous ne pouvons pas accéder où nous pouvons, mais ce silence ne peut pas être opposé à quelqu'un, et voilà que chacun l'interprète à sa guise. Et on dit d'ailleurs, l'adage populaire, qui ne dit rien consent. Et si c'était dans l'autre sens? En fait, c'est ça aussi. Donc, ceux d'en face aussi disent, comme l'administration ne réagit pas, c'est qu'elle est d'accord. Puisque d'ailleurs, quand vous partez même pour déposer, on regarde si les actes que vous voulez déposer sont irréguliers, on vous refuse immédiatement. On ne prend même pas le récépissé de dépôt. Vous ne le délivrez même pas. Donc ça, j'ai dit c'est un commentaire que nous faisons parce que la dernière fois on en a parlé, mais on a une administration qui doit aussi bouger. Et surtout, on a un militaire, parce que l'armée est réputée pour sa rigueur. Maintenant qu'on a un militaire au MATDS, je pense quand même qu'il doit avoir de la célérité dans ces choses-là, parce qu'un parti comme le CDP ne peut pas compter sur un silence et dire qui est approbateur ou désapprobateur en fonction de sa posture pour dire oui, ça marche. Ça, c'est un commentaire. En même temps, ça, on en avait déjà parlé ici. L'administration, quand on regarde, on a l'impression que, le silence entretient quelque chose. Mais qu'est-ce que ça entretient? Je pense que le constat, nous, on le fait aujourd'hui. Mais le dernier congrès, il vient aussi après une autre bagarre judiciaire. Ça, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas. Ça a existé. Et il s'est tenu avec huissier. Ça aussi, c'est des choses dont on ne parle pas. On dit tant qu'il n'y a pas ce qui est sorti, donc tout le reste n'existe pas. Mais ça a été empêché. Alors, ça a été empêché. Je reviens sur le commentaire du juge Bogouma. C'est tout à fait juste. Et je pense que pour ce qui concerne les délais administratifs, à partir du moment où une association dans laquelle il y a des problèmes, et que ces problèmes sont notifiés à l'administration, les délais réglementaires dont on parle, les délais administratifs dont on parle, à partir du moment où le ministère de l'administration territoriale qui délivre les récépissés a connaissance d'une crise au sein de cette association, on ne peut pas fermer les yeux et appliquer les délais comme si ce conflit n'existait pas. C'est d'ailleurs pour cela que la lettre du 26 que M. Edi Kombebe a dû recevoir aussi, que le camarade Edi a dû recevoir aussi, mais comme je l'ai dit, cette lettre n'ayant pas été montrée, nous ne pouvons pas savoir si c'est le même contenu que nous. Mais celle que nous avons reçue
nous dit effectivement que l'administration prend acte de la crise qu'il y a au niveau de l'administration, enfin au niveau du CDP, et que tous les documents que nous avons envoyés ultérieurement après la toute première lettre ont été pris en compte et permettent de mieux percevoir la crise et qu'ils sont dans la dynamique de trouver, enfin de nous répondre ultérieurement. Ça, c'était le 26 février. Alors, pour répondre au juge qui parle, ce n'est pas parce qu'on a pris des huissiers pour constater un congrès que ce n'est pas la présence des huissiers qui confère la légalité d'un congrès. C'est pas seulement ça que j'ai parlé. D'une activité. Je termine. À partir du moment où nous avons prouvé par A plus B que la majorité du bureau exécutif national a suspendu M. Idi Koumouebo le 17 décembre 2021 et que son congrès se tient et présidé par lui les 18 et 19 décembre 2021, il y a manifestement un problème. Vous parlez de la constatation de huissier, mais oui. Et le débat devant la justice. Je viens à ce niveau. À ce niveau. Je faisais partie de ceux qui ont porté la plainte contre le congrès des 4 et 5 décembre. Évidemment. En première instance, avec tout l'argumentaire que nous avons donné, nous sommes sortis, j'allais dire, vainqueurs. Enfin, nous avons gagné le procès. Et le juge a dit de suspendre l'organisation du congrès, qui était prévu pour les 4 et 5. Donc, 4 et 5 décembre. Le juge a rendu son verdict le 3 décembre. Et l'appel a été examiné le 6 décembre. Donc, il n'y avait pas de date de congrès. Puisque le congrès qui a été frappé de nullité ou de suspension était passé. Le juge d'appel donne raison au camarade Idi Koumouebo. La majeure partie des membres du BEN s'attendaient à ce que pour la nouvelle date, on fasse le processus. C'est-à-dire que le BEN choisit une date et la propose au BPN qu'il convoque le congrès. Mais comme lui, il était pressé, il dit non, le juge m'a dit d'aller continuer mon congrès, qui avait été convoqué pour les 4 et 5, qui n'a pas eu lieu. Donc, je fais ça le 18 et 19. Il dit non. Pourquoi c'est toi seul qui va décider que c'est le 18 et 19? Non. Et j'ai dit, quand le congrès a été annulé et qu'il ne pouvait plus avancer, le 3 décembre, c'était un BPN. Et le lendemain, ça devait être le congrès. Pendant qu'ils étaient en BPN, le congrès a été suspendu. Mais lui, il a dit, je vais écouter le résultat, revenez le samedi 4 à 13h pour entendre le résultat. C'est pendant qu'il y avait ce monde à la salle olympique, ceux qui étaient là hier pour le BPN et ceux qui étaient mélangés à ceux qui étaient venus pour le congrès, qu'il annonce que le congrès sera reporté au 18 et 19. Et Achille Tapsoba lui a dit, la foule que nous avons devant nous ici, la représente quelle instance? Ce n'est pas le BPN qui est fini hier, ce n'est pas un congrès qui a été suspendu. Quelle est la valeur, la validité d'une décision déclarée et applaudie par cette foule qui est assise devant nous? La bagarre entre Achille et Idi a été décrétée dès ce jour. Mais parce qu'il y avait des... Mais sur ce plateau également, la tendance, il dit que la même administration a écrit pour dire que vous devez faire en sorte que, au plus tard le 31 décembre 2021, vous teniez votre congrès, auquel cas vous serez frappé. Non. Je les mets au défi de sortir une telle lettre. Dans la lettre, c'était pas vrai. Vous faites référence certainement à la lettre qui nous a été présentée à l'appel signé par le ministre Clément Pengrouandé Sawadou. Bon, je ne sais pas si c'est ça, mais sinon dans la charte des partis, les textes sont très clairs. Un parti qui ne pourra pas respecter le délai au 31 décembre pour l'organisation de son congrès signale à l'administration, demande à reporter ce n'est pas même aux impôts. Moi, je suis une entreprise privée, je gère une entreprise privée. Je dois payer la TVA au plus tard le 20 de chaque mois.
Mais quand je ne peux pas, j'écris un papier pour demander à ce qu'on me donne un sursis. Donc ce n'est pas l'organisation d'un congrès qui va être un couperet sous la gorge, comme quoi si le 31, là, vous ne tenez pas votre congrès, vous disparaissez. Oui, non, c'est trop faux. C'est venu après plusieurs mois, parce que non. Le congrès devait avoir lieu en mai. Oui. De mai à décembre, ça fait combien de mois? Voilà. Ouais, donc, ça fait 6 ou 7 mois. Voilà. Donc la question c'est, la lettre est vraie ou elle n'est pas vraie? Non, moi je parle de la... si vous parlez de la lettre du ministre Clément Pingrewende Sawargo, je pense que ça a été une instrumentalisation. Parce que cette lettre ne répond en rien à la charte des partis politiques. Dans la charte des partis politiques, il vous est permis d'écrire à l'administration, et c'est ce que nous avons fait, demander un report pour telle raison, telle raison, telle raison. Et ça, beaucoup de partis l'ont fait. Je cite au passage comme ça, NTD l'a fait. Au moment où il y avait la crise en fin décembre, un certain nombre de partis avaient déjà écrit à l'administration pour demander à reporter leur congrès qui n'allait pas pouvoir se tenir. Et pourquoi le congrès n'a pas été tenu normalement en mai 2021? C'est Edi qui a demandé à ce qu'on le repousse en novembre. Donc, on s'est dit, bon, il n'y a pas de souci, on va en novembre. En novembre, problème. Et guéguerre entre lui et le président d'honneur. Et c'est depuis ça d'ailleurs que nous nous disons aux militants, en réalité, ce n'est pas un problème entre Achille Tapsoba et Edi Kombouevo, c'est un problème entre Edi Kombouevo et le président d'honneur. Et je pense qu'aujourd'hui, toute l'opinion publique, au-delà des militants du CDP, cela est bien perçu. Le problème, il est parce que on ne peut pas organiser un congrès sans aller recueillir les orientations du président d'honneur. Et nous l'avons dit. Quand il a lu la lettre, la deuxième lettre de rappel du président d'honneur en Beuyenne, j'étais le premier à intervenir parce que j'avais une contrainte, je devais aller à Koudou. J'ai dit à entendre cette lettre, président, moi je vous conseille d'aller à Abidjan. Et si vous allez à Abidjan, peut-être que vous entendrez des choses. Mais Abidjan était programmé et répondu à plusieurs reprises. Ah non, jamais. Oui. Jamais. Oui. Jamais. Et ces lettres, nous les avons quand vues. on vous écrit une lettre en octobre pour vous demander le budget du congrès, d'organisation du congrès, et que vous restez muet. Quand on nous dit, non, il a dit, le budget, ce n'est pas l'organisation du congrès, ce n'est pas un problème. Moi, je veux qu'il s'engage pour les municipales. Rappelez-vous que les municipales étaient en vue. Mais ça, il faut aller à Abidjan le dire. C'est pas dans les rues de Ouagadougou ici. Monsieur Soungrana, il y a eu des voyages sur Abidjan qui ont été annulés à la dernière minute. Ça, c'était en décembre. Oui, tout à fait. Ça, c'était en décembre. En ce moment, la rupture était constatée, puisqu'il y a eu 2 lettres de rappel pour dire de sursoir au Congrès. Il y a eu 2 lettres d'invitation à venir à Abidjan. Et Edi n'a pas respecté. Attendez. Son agenda ou c'est l'agenda du président d'honneur? Le président d'honneur est hors hiérarchie dans nos statuts. Mais le président d'honneur vous invite à venir à Abidjan. Vous refusez une fois. Une deuxième fois, vous refusez. Ensuite, on vous envoie donc une première lettre pour reporter le congrès. Vous continuez d'organiser le congrès. Deuxième rappel pour organiser le congrès, pour ne pas organiser le congrès. Vous insistez. Et après, vous dites que vous avez coupé des pieds, que vous voulez aller à Abidjan. Mais moi, personnellement, en plus de tous les vice-présidents, bien sûr, du CDP, je rappelle qu'au passage, aucun vice-président issu du 7e congrès n'est dans la dynamique de Edi Kombouevo. Aucun. Oui, très rapidement, je oui, mais même si on laisse les guéguerres et tout, les congrès, c'est tous les 3 ans. Dans les statuts. C'est l'obligation. C'est lui qui a modifié pour dire que c'est dans tous les 4 ans. Vous qui rappelez les textes. Donc, le dernier, c'était quoi? C'était celui que vous reconnaissez, c'est 2018, et si on veut... Le congrès de 2018, c'est voilà. Voilà. Bon, donc, si on veut être dans votre logique, c'est-à-dire tous les mandats, là, ça n'existe même plus. Parce qu'un congrès, c'est sur la base de quoi maintenant nous avons écrit régulièrement au MATD pour reporter notre congrès de renouvellement, congrès ordinaire, qui est un congrès de renouvellement des structures. Parce que ce n'est pas un congrès extraordinaire qui renouvelle les structures, c'est un congrès ordinaire. Il renouvelle les structures dont les membres du bureau exécutif, du BPN, des structures géographiques, sections provinciales, sous-sections dans les communes, etc. Donc pour nous, à partir du moment où nous avons informé l'autorité que la date limite de 31 décembre ne pourra pas être tenue, et conformément à la charte des partis politiques, nous sommes dans la légalité.
Non, mais même en la matière, il y a des mesures qui viennent après. Quand vous ne respectez pas ces délais-là, ce n'est pas parce que vous avez prévenu que vous pouvez continuer 10 ans après, venir tenir un congrès. En tout cas, nous avons informé de l'administration et nous n'avons reçu donc, aucun depuis le 31 décembre, juge Vaha, dans votre logique, personne n'a mandat. Absolument, c'est faux. Tout à fait. À partir du moment où la nouvelle... non, pas du tout. Pas du tout. Et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que quand une nouvelle loi n'est pas promulguée, c'est l'ancienne loi qui a cours. OK? Alors, vous parlez des orientations du président d'honneur. On s'interroge sur son état de santé. Comment se prennent les décisions à Abidjan? Parce que visiblement, il serait mal en point. Alors, et ça c'est scandaleux. Que, vous voyez, que ça soit le premier responsable d'un parti politique qui dit cela de son président d'honneur, c'est choquant, c'est scandaleux et c'est malheureux. J'ai dit sur un plateau d'un de vos collègues que dans l'éducation que nous avons reçue, quand vous apprenez que quelqu'un est malade et que votre premier devoir en tant que fils ou en tant que jeune frère, c'est d'aller le voir et le saluer. C'était même une première raison qui aurait dû amener Edi Kombouebo à aller à Abidjan. Nous apprenons que vous êtes souffrant. Est-ce que venir le saluer comme on dit dans la tradition. Mais pour vous rassurer et rassurer l'ensemble de nos militants, le président Blaise Compaoré se porte actuellement bien. Nous avons une photo de lui à travers un camarade qui y était le 18 juin. La tablette n'est pas là, mais j'aurais pu vous la montrer. Moi, j'ai vu la dernière fois le président Blaise Compaoré en novembre 2021. Et la photo du 18 juin 2022 me satisfait énormément. Donc c'est une photo. C'est une photo, la preuve, c'est une photo. Mais je ne suis pas allé là-bas. Ah, d'accord. C'est une photo. Ok. Et vous pouvez ne pas y croire, mais notre président d'honneur se porte bien. Mais justement, c'est ça. Vous pouvez ne pas y croire. Mais non, c'est pas que nous. Non, c'est pas que nous. Une photo est parlante. Bon, moi je pensais que... Vous pensez que quoi? Non, parce que je pensais que vous disiez qu'il va bien parce que vous aviez d'autres informations qu'une photo. Voilà pourquoi je voulais que ce que j'ai entendu, je voulais être sûr que j'ai d'autres informations, c'est sa lettre qu'il nous a produite et qui dit et qui nous demande de patienter pour qu'il donne ses orientations pour convoquer le Congrès. Sur cela, j'ai dit ça hier, je pense que c'est fondamental. J'ai dit hier que la question de l'état de santé du président est, dans la crise qu'on est en train de vivre au CDP, quelque chose de principal. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les uns et les autres disent que la lettre ne vient pas de lui. C'est comme si, et le mot qu'il avait employé, c'est instrumentalisation, mais dans un autre contexte et concernant une autre affaire. Et là, il y a un problème. Non. Et c'est récurrent. Non, c'est ce que je dis, c'est très important. Tant qu'on n'a pas... Non, ce que je vais... C'est très important. Je donne une preuve de ce qu'il dit. Allez-y. Ils sont nombreux qui estiment que l'état de Blaise est abusé par son entourage compte tenu de son état de santé. Et la crise, pendant la période de la crise d'élection, on a tous écouté ce vocal-là de quelqu'un qui n'avait pas l'air d'être en forme, parce qu'on remet en doute, et il était obligé de faire un vocal pour justifier que c'est lui. Quand on arrive à ce niveau, effectivement, la question de sa santé fait partie de la crise. Alors, et c'est un des sujets tabous de cette crise. Est-ce que réellement il va bien? Je n'autorise pas le tribunal à mettre le doute sur la santé de Blaise Compaoré. Attendez, laissez-moi, je vous ai écouté religieusement. Okay. Mettre le doute sur la santé du président Blaise Compaoré uniquement à partir d'affirmations d'une partie du CDP. Ça, c'est un. Deuxièmement, en dehors du CDP, je vous ai dit que le président Blaise Compaoré ne s'occupe pas que des problèmes du CDP à Abidjan. Quand nous allons à Abidjan, nous entendons aussi des choses. Quand tu reçois un chef d'État de la sous-région, nouvellement investi, je ne vous dirai pas qui. Ça, c'est de mon droit aussi. Ça, c'est de mon droit. Ça, c'est de mon droit. Non, ne pas avoir sa langue dans la poche, ça veut dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Quand un chef d'État nouvellement investi vient rendre visite au président Blaise Compaoré pour recueillir ses orientations, vous pensez que les membres du cabinet qu'on accuse d'instrumentaliser les lettres là sont présents? Vous pensez que c'est eux qui vont traduire ce que Blaise Compaoré va dire à ce chef d'État?
Soyons sérieux. Soyons sérieux et arrêtons cette diversion. Qui est ce chef de Le président Blaise Compaoré se porte bien et c'est ce qui nous intéresse ici. Mais là-dessus, vous donnez l'impression qu'on a entendu seulement cela d'une partie de membres du CDP, peut-être ceux avec lesquels vous n'êtes pas, mais je suis au regret de vous le dire, il y a beaucoup qui rencontrent Blaise Compaoré et qui nous font aussi un certain retour. Et on a des recours, nous sommes des journalistes. Et c'est pour ça que nous vous reposons la question. Vous êtes des journalistes d'investigation. Et je l'ai déjà dit à mon fiston Bogouma, quand un sujet vous intéresse, allez-y, faites l'investigation et revenez éclairer le public, l'opinion publique. Vous êtes d'ailleurs à ce propos-là au tribunal pour ça. Et je vous dis ce que je sais. C'est pourquoi nous avons demandé à M. Zungrana, qui affirme que le président Blaise Compaoré reçoit des présidents nouvellement investis, de donner l'identité d'un seul président. Et je ne vous le dirai pas. C'est déjà le début de. Et je ne vous le dirai pas. D'accord. Alors, très rapidement, une dernière question. Et j'ai l'avantage d'avoir été reçu par le président Blaise Compaoré depuis 2018 5 fois. La dernière 4 fois dans le cadre du CDP et une fois en visite privée. La dernière, c'était en novembre 2021. J'ai vu l'évolution, je peux dire, avec quand même ce nombre de visites, j'ai vu l'évolution de son état de santé jusqu'en novembre 2021, j'allais dire physiquement de visu. Et comme j'ai dit, de novembre 2021 au 18 juin 2022, l'évolution favorable est perceptible et visible. D'accord. C'est tout ce que je peux vous dire, Bernard Bougma. Très rapidement, une dernière question. Il s'agit du contexte national qui, on le sait, est marqué par une recrudescence des attaques terroristes. Hier, les chefs coutumiers se sont réunis, ont dû faire une intervention. Les Burkinabés se demandent pourquoi cette guéguerre de leadership à un moment où le peuple doit être uni. Est-ce que sur le plan de l'éthique, ça ne cause pas problème? Bon, c'est sûr que les militants et la direction du CDP sont parmi les plus affligés par rapport à ce que vit notre peuple aujourd'hui. Parce que pendant notre gestion du pouvoir, ces questions-là étaient bien gérées par le président Blaise Compaoré et son équipe de sécurité. Je n'ai jamais été ministre, mais ce que le peuple voit, on n'a pas besoin de faire une démonstration. Effectivement, pendant tout le passage du président Blaise Compaoré à la tête de ce pays, nous n'avions pas vu, nous en entendions parler, c'était loin de nous, etc. etc. Donc, on ne peut pas suspecter les militants CDP de ne pas être choqués ou en tout cas affligés par la situation que vit notre peuple. D'autant plus que bataille de leadership. Non, la bataille de leadership, c'est tout à fait normal. Vous prenez les entreprises privées aujourd'hui, il y a la guerre, il y a le terrorisme, mais chacun se lève chaque matin, vous vous levez chaque matin, vous venez ici. Vous ne dites pas à cause du terrorisme, je reste à la maison. Vous venez faire ce que vous devez faire. À l'intérieur d'un parti politique aussi, nonobstant le fait que le pays va mal, tant qu'on permet aux partis politiques de mener des activités, on ne va pas, s'asseoir à la maison et dire que comme du fait qu'il y a le terrorisme, nous, CDP, on arrête toute activité, etc. etc. Non, on continue, chacun continue ses activités tout en faisant des propositions à l'exécutif ou au législatif d'avancer dans telle direction, telle direction. C'est pour cela que moi je veux profiter, saluer au passage la rencontre, la conférence de presse faite par les chefs traditionnels hier. C'est un signal fort de rassemblement vers la cohésion sociale. Parce qu'il n'y avait pas que les Dima. On a tendance à montrer les Dima au palais là-bas, au palais du Moro Naba, mais il y avait le Bobo Mandarin, il y avait l'émir de Djibo, il y avait l'émir de Dori, etc. Donc, vous voyez que c'est la nation qui se retrouve rassemblée autour de ces chefs-là. Et moi, je pense que c'est déjà une très bonne dynamique. C'est un très bon exemple qui donne à la nation de se rassembler
pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est la récupération de notre intégrité territoriale. D'accord. Alors, c'est ici que nous mettons un point final à la 4e convocation de la semaine. Je rappelle que l'ancien député à l'Assemblée nationale, Yahaya Zoungrana, était à la barre du tribunal ce matin. Avec lui, il a été question de la crise de leadership qui prévaut au sein du CDP. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Et merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés à la radio comme à la télé. Ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Restez fidèles au programme de Truth TV et Watt FM. Au revoir.